Ce qu'on a décidé de faire autour du sujet, la crise, comment ça s'est passé, mais surtout comment on peut tirer les enseignements de cette crise, c'est d'organiser des discussions et des échanges entre experts, en fait, pour vous permettre d'échanger autour de grands défis que vous avez remontés. On va découper la table ronde en 3 grands moments, 3 défis qui ont été tirés des différents échanges qu'on a eus avec vous. Un premier grand défi, c'est dépasser les silos et coopérer. Alors, Dr Jett, vous êtes chef du pôle de réanimation à Metz, lourdement impacté. Comment avez-vous fait finalement pour assurer cette cohésion et cette coopération entre les médecins, entre les soignants, mais aussi avec la direction ? Le sujet des cohésions des équipes. Alors sur la cohésion des équipes, les choses sont assez compliquées parce que très très diverses. Ce qui a été simple, c'est ce que disait le docteur Noiset, c'est que les gens ont été motivés pour faire, donc tout le monde avait le même but. La complexité, ça a été de partir des services. Pendant la crise, le service n'a pas suffi. Il a fallu parler du site. Ça faisait un ensemble de, en gros, 150 lits de réanimation. Donc, il fallait faire travailler des gens qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Et donc, on avait dû anticiper les choses en se mettant en contact avec mes collègues du public, du privé. On est parti d'un principe de base qui était de demander aux gens ce qu'ils pouvaient faire. Et donc, on a demandé au privé ou aux autres établissements publics de nous dire qu'est-ce qu'ils pouvaient nous offrir en termes d'offres de soins, de réanimation, en restant, entre guillemets, dans le raisonnable. La réponse a été plutôt très favorable. On a eu même des établissements les plus privés, entre guillemets, qui nous ont aidés à la hauteur de leurs besoins. Sur le personnel, ça a été quand même le nerf de la guerre. On a beaucoup parlé des respirateurs, des locaux, de tout ça, mais le premier bémol, c'est le personnel, et notamment le personnel paramédical. Ce qui est clair aussi, c'est que la bouffée d'oxygène de la réanimation, c'est l'anesthésie. Et donc, les blocs ont fermé, donc ce qui a libéré, par exemple, sur l'hôpital de Mercy, une vingtaine d'anesthésistes. Les autres bouffées d'oxygène qu'on a eues, c'est les temps partagés. On a eu des anciens assistants du service qui sont revenus travailler. Le seul bémol sur l'aide médicale, ça a été plutôt sur la réserve sanitaire. C'est des gens moins opérationnels. Et dans cette crise-là, on avait besoin de gens quand même directement opérationnels. J'ai que 10 ans d'expérience dans le milieu. J'ai pas connu les hôpitaux fonctionner sur un fonctionnement médical. C'est la première fois que je voyais un hôpital fonctionner entre guillemets normalement. Et les médecins qui proposent aux directeurs et les directeurs qui suivent derrière pour que les choses puissent se faire de façon très réactive, il fallait qu'ils nous fassent une confiance aveugle. Au pic de la crise, en fait, l'hôpital tournait très très bien parce que il y avait un accès direct à la direction et des réponses. Merci. Je me tourne vers Dr Jean Mougin. Vous êtes médecin généraliste à la ville. Vous m'aviez parlé des premiers pas d'une coopération et d'une organisation territoriale des soins maillant ville et hôpital. Dr Jett vient de le dire, ça a marché. Comment ça a marché pour vous aussi et comment ça devrait marcher encore plus ? Comment ça a marché ou comment ça n'a pas marché ? Parce que, en fait, le Dr Jett le dit très bien, c'est que, en fait, ce qui est fou, c'est qu'on ne se connaît pas sur le territoire. On se rend compte qu'il y a de multiples acteurs, de premier recours, deuxième recours, troisième recours. Les communautés professionnelles territoriales de santé sont encore balbutiantes. Et comme on n'avait pas déjà cette connaissance du terrain, finalement, c'est chaque cabinet qui s'est organisé. Ce qui nous a aussi quand même beaucoup fait défaut, c'est le recours justement à nous, professionnels de premier recours, mis de côté parce que pendant longtemps, on a dit d'appeler le 15. On s'est retrouvé parfois avec des consultations qui n'étaient pas remplies comme il aurait fallu alors que les hôpitaux débordaient. Sauf qu'on sait bien que la plupart des malades étaient quand même peu symptomatiques et ils n'avaient évidemment pas besoin de soins de troisième recours à l'hôpital. En tout cas, il nous a quand même manqué de la connaissance du territoire et de l'organisation du territoire. Merci. Alors, je vais m'adresser à vous, professeur Tadevin, et ensuite à vous, monsieur Gantois. Professeur Tadevin, vous êtes président d'institutions, d'organismes qui représentent nationalement une profession. Comment est-ce que votre société savante s'est organisée, en fait, pour assurer la coopération entre les sociétés savantes, notamment pour partager les connaissances autour de ce virus ?
Je crois que quand on regarde les autres sociétés savantes, ça a été pareil. On n'a pas finalement trouvé une recette facile à appliquer. Et la meilleure façon de faire, c'est d'essayer le plus souvent possible de se placer sous l'autorité des autorités sanitaires, c'est-à-dire notamment de la Direction générale de la santé, du Haut Conseil de santé publique, mais en étant éventuellement proactif, en disant, là, sur le terrain, on rencontre tel problème, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, orchestrer telle réponse, tel document, telle directive. Eux-mêmes envoyaient ce qu'ils appellent une saisine aux différentes sociétés savantes en disant nous souhaiterions avoir un texte partagé qui définisse ce qu'on doit faire. Je rejoins un peu ce que vous dites. On était un peu dans le cadre de mesures de précaution. On avait tout de même peu de données qui nous donnaient une trajectoire, une stratégie sur certaines. Et puis on avait la vie réelle au quotidien sur le terrain. Et donc on a mis en place une cellule de crise avec différentes associations, ce qui nous a permis de voir un peu quelles étaient les problématiques aussi bien à l'hôpital qu'en ville, mais aussi dans les PMI, parce que chacun le sait, les naissances continuent, on avait 2000 naissances par jour et pendant la crise de Covid-19, il a fallu assurer la continuité des soins. Ça nous a permis d'avoir justement plusieurs données, déjà de fortes disparités territoriales, mais c'était aussi une manière de coordonner un maximum les soins entre la ville et l'hôpital. Même si, et là je rejoins un peu ce qu'a dit ma collègue médecin généraliste, il y a eu de vrais problèmes dans le lien entre la ville et l'hôpital. Et je pense que c'est une vraie perspective à creuser, comment faire en sorte d'avoir un vrai service public de coordination qui puisse dépasser tous les silos qui existent dans notre système de santé français. Je m'adresse aux médecins hospitaliers. Comment est-ce qu'on peut mailler la ville et le territoire et l'hôpital? Et qu'est-ce qui aurait été utile de faire pendant la crise et ce qui pourrait perdurer? On a un peu souffert du fait de ne pas avoir vraiment un réseau, un maillage préexistant à la crise. On avait toujours pensé qu'il fallait juste qu'on s'organise avec des gros centres de référence pour recevoir des malades très graves et finalement, la ville n'avait pas été tellement intégrée à la riposte. Et là, on s'est bien rendu compte que la ville était indispensable. Ça fait partie des leçons de la crise. On a dû, à chaud, construire un maillage et une architecture qui n'existait pas beaucoup. Je vous rejoins complètement sur le diagnostic là. Après, ce qui pourrait marcher, c'est le 15 pour répondre à des questions et de l'orientation et de la régulation, pas que vers l'hôpital, mais peut-être vers la médecine de ville, quoi. Docteur Jean Mougin. Le problème du numéro unique, c'est que nous, par exemple, quand on avait d'autres urgences, une suspicion d'infarctus, on pouvait attendre 40 minutes au téléphone. Et ça a été dramatique. C'est vraiment des problématiques de terrain qu'il va falloir régler. Merci. On va passer au défi suivant. Qui est le défi de l'information, de la publication, de la connaissance. Comment concrètement on fait face à cette avalanche de publications et d'informations tout en restant scientifique? Docteur Jette, je recommence par vous. Comment concrètement on guide les équipes? Comment on organise l'information et la transmission de l'information? On a essayé de séparer ce problème-là en trois. Le problème de connaissance pure. Après, il y a l'expérience qui rentre aussi en ligne de compte et on a pris très, très rapidement de l'expérience. Et la troisième problématique, c'est la communication. Pour qu'en temps direct, tout le monde ait le même niveau de communication, de connaissances, connaissances sur le fonctionnement du service et connaissances sur la bibliographie, des choses comme ça. Sur la communication, on a fait ce que tout le monde fait, des groupes WhatsApp, donc un groupe WhatsApp interne au service, inter-réanimation sur le territoire et inter-réanimation sur le Grand Est. Sur la communication toujours, ce qu'on a essayé de faire, c'est un référent dans le service qui fasse un cours aux d'autres médecins, anesthésistes moins habitués à traiter ces patients-là et avec leurs spécificités. Alors, sur l'acquisition des connaissances, et c'est sans doute peut-être un des échecs de cette crise. Sur la bibliographie, il y a un gros volume à lire, discutable, très discutable, voire irrationnel par moment. Et dans ce cas-là, on se base sur l'avis des sociétés savantes. Et on s'est basé sur l'expérience des autres patients en SDRA avant et l'expérience des SDRA Covid, qui n'est pas un SDRA commun.
Merci. Alors, je fais le lien avec Monsieur Gantois et ensuite Madame Jean Mougin. Vous avez participé à des groupes de travail nationaux justement pour la rédaction de ces recommandations. C'est pour construire une connaissance qui est à la fois vivante et validée. Disons qu'il y a eu plusieurs étapes. À partir du 12 mars, il y avait une réelle attente des professionnels pour qu'ils aient du moins un aiguillage sur leur activité, que ce soit en ville ou à l'hôpital. Alors évidemment, à l'hôpital, on est plusieurs professionnels dans le milieu de la périnatalité, donc ça engage un travail pluriprofessionnel avec les gynécologues obstétriciens, avec les pédiatres, avec les anesthésistes réanimateurs, ce qui a permis justement de mettre en place un travail pluriprofessionnel au sein de la Haute Autorité de Santé, et ça a permis de rassembler tous les travaux, les lectures bibliographiques, mais aussi les réponses de terrain, quoi. C'est-à-dire ce qui fonctionne pas. On avait une réunion par semaine avec la HAS qui nous était vraiment utile. Bon, nous, on avait quand même un champ très délimité, qui est la périnatalité, mais d'un point de vue international, on avait quand même très peu de données. D'où l'intérêt de travailler ensemble et avec d'autres spécialités pour regrouper justement toutes ces lectures bibliographiques. Ce qui a été difficile pour nous, c'est que les données de la littérature disponibles étaient des données strictement hospitalières, d'abord chinoises, ensuite internationales, mais en fait on n'avait pas de données de soins primaires et ça nous manque encore aujourd'hui. Et donc en fait on s'est surtout vite aperçu qu'en médecine de ville, les malades qu'on voyait n'avaient pas du tout les mêmes tableaux qui étaient décrits dans la littérature. Les tableaux cliniques notamment. Et donc, on a perdu beaucoup de temps, on n'a pas identifié d'abord les malades, on ne s'est pas protégé assez sur les premiers malades, probablement. Nous aussi, on s'est reposé sur nos sociétés savantes, le Collège de la médecine générale et le Collège national des généralistes enseignants. Un site a été construit très rapidement qui s'appelait CoronaClick. Et puis, en fait, on a vraiment essayé de synthétiser les connaissances du moment et de les mettre à jour régulièrement. Et puis, l'autre enjeu, ça a été évidemment de communiquer ces connaissances. Et donc, là aussi, on s'est appuyé sur les sociétés savantes. Il ne faut pas oublier qu'en médecine générale, on n'avait pas de test et donc jamais de confirmation de la maladie, ce qui a encore plus compliqué nos connaissances parce qu'en fait, même si on suspectait un cas, on n'avait jamais confirmation que c'était ça. Donc, c'était pas simple. Alors, professeur Tadevin, vous pouvez peut-être nous présenter la SPILF, mais vous étiez vraiment la société savante à l'épicentre. Comment est-ce qu'on s'arrange pour diffuser largement ces informations fiables et opérationnelles dans une situation, Dr Jean Mougin vient de le dire et l'a rappelé, où les données scientifiques sont peu disponibles par définition? Ça a été vraiment compliqué. On a notre webmaster qui assez vite a pris sur lui cette fonction qui a, je pense, rendu pas mal de services, d'essayer de faire une espèce de digestion des choses chaque jour. Il servait un petit peu d'entonnoir pour tout ce qui sortait des autres sociétés savantes. Son site a été plus visité que jamais là pendant 3 mois, le site infectiologie.com. Donc on avait un lien vers Santé publique France pour l'épidémiologie, par exemple, vers Reacting pour la bibli. Donc ça a plutôt bien fonctionné. Après, pour les publications, il faut dire les choses comme elles sont. C'est ce que je vous avais un petit peu raconté quand on avait échangé. C'est que les choses qui sont sorties très vite et de manière très péremptoire en début d'épidémie étaient en général fausses. Il y avait une espèce de course à sortir très vite des informations. D'ailleurs, ça a été dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on a découvert une maladie qui ne ressemblait pas à ce qu'on avait lu dans les papiers. Donc finalement, les publications, à cause du temps que ça met d'écrire correctement un papier avec des bonnes méthodes, nous ont pas beaucoup aidé là-dessus. L'expérience des gens, simplement le sens clinique ou l'observation de comment les patients se comportent avec les différents traitements, aura été bien plus utile que de lire toute la littérature. Merci beaucoup, professeur Tadevin. Et avant de passer au 3e défi, j'ai une question qui est très précise pour monsieur Gantois. Actuellement, quelles sont les données cliniques des parturientes rassurantes ou non pour l'admission en salle d'accouchement? Nous, au départ, on avait une donnée, c'était la donnée du Haut Conseil de santé publique qui était les femmes enceintes du 3e trimestre sont des patientes vulnérables. Sur les admissions en salle de naissance, il y a eu en 2e phase, toute une phase de test qui a été mise en place parce que il y a eu aussi le sujet de l'accompagnant. Il y a eu dans beaucoup d'établissements une restriction de l'accès aux salles de naissance avec justement des femmes qui parfois ont accouché au tout début, je parle, en tout cas sans leur accompagnant. On n'avait pas un taux exponentiel. Ça a permis de relâcher en tout cas cette méthode. On s'est vraiment lancé sur le dépistage systématique.
ce qui a permis justement de rassurer les professionnels d'une part dans les établissements et de faire en sorte que justement l'accouchement se passe le mieux possible. Merci. Pour passer au troisième grand défi, prendre des décisions cliniques en temps d'incertitude. Docteur Jette, vous avez vécu la crise de plein fouet. De quel type d'outils décisionnels vous auriez eu besoin dès le début, en fait? Qu'est-ce qui vous a manqué? Ce qui nous a manqué, c'est les lits de réanimation. Donc, c'était pour nous le nerf de la guerre. Notre raisonnement, c'était de dire si on a assez de lits de réanimation, les urgences tiendront. Si les urgences tiennent, ce sera déjà pas si mal. La difficulté, c'est de savoir si ces lits pouvaient être armables de façon suffisante et de ne pas trop dégrader la qualité des soins. Le corollaire de ça, c'est à partir de quand c'est moins dangereux pour le patient de le transférer à 900 km ou de le garder dans des réanimations ouvertes qu'on qualifie souvent d'éphémères. Ce qu'on avait aussi imaginé, c'est de faire des lieux où on prépare les patients pour être transférés loin. Nous, on pense que le TGV sanitaire a été une excellente chose pour optimiser et pour industrialiser la politique de transfert. Pendant longtemps, avant que les TGV arrivent, les transferts, c'était héliporté, c'était en Allemagne, c'était du cas par cas. Je peux vous dire qu'il faut plusieurs temps pleins pour organiser tout ça. Et un TGV, c'était 24 patients, c'est beaucoup plus fluide, c'est très efficace. Et en fait, ça a été improvisé en cours de crise. Et on aurait eu besoin de connaître nos limites et nos solutions de transport et de les déclencher au bon moment. Ça a été un des gros points discutables dans la prise en charge de la crise dans le Grand Est. Dans un autre domaine, ce qu'on aurait sans doute eu besoin d'avoir, c'est des critères pour la prise en charge des patients. Alors, il y a la prise en charge, par exemple, admission en réanimation, pas admission en réanimation, de mise en place d'une ECMO, les critères de mise en place d'un traitement autre, plus les corticoïdes ou autres traitements étiologiques. Et le dernier des grands critères, c'est les limitations thérapeutiques. Merci. Professeur Tattevin, comment est-ce qu'on applique en fait sur le terrain, localement, des recommandations ou des directives qui sont de facto nationales, par définition plutôt génériques? Comment est-ce qu'on s'adapte au terrain, en fait? Faut rappeler que ça a été vraiment très, très hétérogène. Moi, j'ai une grosse admiration pour ce qu'ils ont fait dans l'Est, parce que finalement, moi, je suis comme Pauline, je suis dans l'Ouest de la France, donc on a eu le temps de voir, on a eu le temps de se préparer, on a eu le temps de bénéficier du témoignage des collègues de l'Est qui avaient essuyé déjà ce que nous, finalement, on n'allait jamais connaître, mais on avait pu bénéficier de leur expérience. Et du coup, d'avoir des recommandations nationales, alors que le territoire était aussi hétérogène en termes de problématiques, forcément, ça implique que les recommandations n'étaient jamais parfaitement adaptées. Par exemple, le confinement, pour nous, à l'Ouest, il est tombé au bon moment. Ça nous a permis probablement d'avoir une vague très atténuée. Mais pour l'Est de la France, il est arrivé trop tard. Donc, je pense que dans les choses qui sont à faire mieux la prochaine fois, c'est d'essayer d'avoir des recommandations, des prises en charge, des mesures qui soient graduées en fonction du niveau d'épidémie dans les régions. Ce qui fait que je crois, pour répondre un peu mieux à votre question, que il faut qu'il y ait des grandes lignes qui soient fixées par le national, mais idéalement, il faudrait qu'on puisse les décliner de manière différente en fonction des régions. Merci. Alors, j'enchaîne avec une question pour vous, Monsieur Gantois. Vous m'aviez parlé du collège qui a mis en place une série de réponses rapides à des situations critiques pour les sages-femmes, mais justement, est-ce que cette méthode que vous avez mise en place pourrait pas être justement reproduite, pas que pour les sages-femmes, on est aussi aujourd'hui en train de parler de coopération intermétier, interspécialité. Toute cette production s'est faite via l'énergie bénévole de scientifiques qui avaient pour certains des disponibilités. Je pense à une collègue qui est sage-femme et épidémiologiste et qui est basée à Clermont-Ferrand. Je pense que si elle avait vécu à Strasbourg ou à Metz, on n'aurait pas eu cette même synergie. Donc, sur la production et sur la revue littérature, je disais, il y a eu un travail vraiment interpro
avec les autres professionnels parce que, par exemple, sur la place de l'accompagnant en salle de naissance, on n'était pas tous d'accord. Mais ça soulevait des questions éthiques. Qu'est-ce qu'on doit apprendre de cette crise? Comment éviter les dommages collatéraux? Là, on a un vrai souci, nous, c'est les populations vulnérables qui, sur le plan social ou même sur le plan psychique, qui sont, on va dire, les grands perdants de cette crise et de ce confinement. Là, pour le coup, on a de réelles difficultés, nous, dans le cadre du postpartum, par exemple, à rattraper les dégâts. Et on sait qu'aujourd'hui, en plus, la dépression du postpartum est la première des complications, en tout cas rencontrées dans la période périnatale. Donc, en fait, si vous voulez, ces réponses rapides, elles ont été faites à un moment T, en fonction des demandes et des questions qui nous ont été soulevées par la cellule de crise, par des sages-femmes sur le terrain qui nous ont envoyé des mails. Expérience. Et maintenant, l'idée, c'est de concrétiser les choses. Ça nous permettrait d'anticiper et de pouvoir justement avoir une meilleure réflexion éthique sur les choses, du moins. Parfait. Docteur Jean Mougin, je me souviens de ce propos. En médecine générale, vous m'avez dit l'incertitude fait souvent partie du quotidien. Comment prendre des décisions cliniques dans ce contexte? Qu'est-ce que vous pourriez recommander à vos collègues médecins? Comme on en avait discuté, l'incertitude, nous, on sait la gérer au quotidien dans nos cabinets de consultation. Mais là, en fait, ce qui nous a manqué, c'était vraiment, encore une fois, de la recherche en soins primaires et des données de soins primaires. L'incertitude sur une maladie inconnue, avec des symptômes inconnus, avec pas de tests, ça faisait beaucoup d'incertitudes. Je pense que vraiment, la leçon pour nous, c'est de faire du recueil de données de soins primaires. On a eu un message des autorités sur la téléconsultation qui a été délétère. Je ne pense pas qu'on puisse faire de la médecine de toute façon globalement avec de la téléconsultation. Très rapidement, au comité de santé publique, début avril, je faisais partie de ce groupe de travail. On a décidé de justement dire que en fait, l'évaluation clinique était la plus importante. Ce qui nous a aussi permis de se désangoisser un peu, c'est aussi la coopération interprofessionnelle. Par exemple, typiquement pour le suivi des patients en ambulatoire, on s'est beaucoup appuyé sur les infirmières libérales qui faisaient de la surveillance clinique tous les jours, parfois 2 fois par jour chez les patients au domicile, selon des mesures cliniques particulières qu'on leur demandait. Ça nous a beaucoup aidé aussi. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais quand même qu'on termine par un mot de la fin et du coup faire un petit tour de table. Si vous aviez un terme clé ou quelques termes clés pour qualifier la santé de demain, qu'est-ce que ce serait? Dans le monde de la santé, il y a un réel besoin de renouveau en termes de transversalité. J'espère transversalité. Du moins. Prochain chantier. Moi, je vous dirais territoire, parce qu'en fait, je crois que c'est vraiment ce qu'on a relevé le plus là dans nos discussions aujourd'hui. Une organisation territoriale, une connaissance territoriale, une optimisation du recours aux soins. Je pense que c'est indispensable. Je vous rejoins tous les deux sur le côté territoire, transversalité. C'est ce qui a remarquablement fonctionné. Je rajouterais alors du pragmatisme. J'ai eu l'impression pendant mes études qu'on axe tout sur les connaissances et que l'expérience, ça vient au second plan. Je pense qu'il faut au moins mettre d'expérience sur le même plan que les connaissances. Moi, vous allez trouver que je suis un peu bateau aussi, mais ce que je retiendrai de tout ça, c'est l'importance de la solidarité qui s'est appliquée à tous les niveaux. À l'intérieur des établissements de santé, là, on a appris la solidarité aussi avec l'administration. Pendant la crise, on a vraiment été ensemble. Ça a été la solidarité avec la ville aussi. Quand ça s'est mis à bien fonctionner, on y a beaucoup gagné. La solidarité avec les autres professions de santé. Et l'autre, éventuellement, c'est qu'il a fallu apprendre la souplesse. Dès le début, être plutôt humble et souple pour pouvoir s'adapter à la vérité ou aux circonstances épidémiologiques qui changeaient quasiment toutes les semaines.